Le retour des listes électorales officielles auprès des Fouktagnes a débuté la semaine dernière. Les électeurs peuvent de ce fait commencer à revérifier le contenu de ces listes à compter de ce jour. Le taux d'absence des candidats au baccalauréat pour le premier jour d'examen est élevé. Malgré cela, la journée s'est déroulée sans problème dans tous les centres d'examen de la région d'Annalamangue. Comment éviter la bataille d'Idlib en Syrie? Une rencontre entre Erdogan et Poutine afin de trouver un accord sur Idlib. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, le taux d'absence des candidats au baccalauréat pour ce premier jour d'examen est élevé. Malgré cela, la journée s'est déroulée sans problème dans tous les centres d'examen de la région d'Annalamangue. Reportage. Premier jour des examens du baccalauréat, les candidats ont débuté la journée avec les épreuves de philosophie et ont enchaîné avec les épreuves d'anglais au cours de l'après-midi. À vrai dire, je manque un peu de préparation, de pratique et puis je n'ai pas pris de cours supplémentaires et à cause de cela, j'ai quelques craintes pour les épreuves de mathématiques. La première épreuve n'était pas trop difficile, toutefois j'ai quelques appréhensions pour les épreuves de physique à cause de la période de suspension des cours. Une bonne partie des candidats ont souligné le manque de préparation et les problèmes entraînés par la suspension des cours au cours de cette année scolaire. Dans le centre d'examen 6 au lycée moderne d'Ampeflou, le taux de candidats notés absents ce jour est élevé. 2805 candidats se sont inscrits pour le centre d'examen du LMA et 131 d'entre eux ne se sont pas présentés. Cette année, nous avons compté le nombre d'absents par salle. D'autre part, certains candidats ont oublié leur convocation. Cependant, certains ont tout de même eu sur eux leur carte d'identité et leur convocation pour l'épreuve de PS, ce qui a permis de les identifier. D'après le résultat des enquêtes effectuées, à Antananarive, près de 1276 candidats n'ont pas pu passer cet examen à cause de problèmes de convocation, dont 304 candidats au centre d'examen du lycée Jean-Joseph Rabé Arvélo, 216 au centre d'examen de Nansan, 271 candidats au centre d'examen du LTC et du LMA et 163 au centre d'examen du lycée Gageni. Pour rappel, en tout, 184 708 candidats se sont inscrits pour passer l'examen du baccalauréat au cours de cette année scolaire 2017-2018. Ils ont été répartis dans 298 centres d'examen. Demain, ces candidats poursuivront avec les épreuves de mathématiques. Les examens du baccalauréat durant 4 jours et prendront fin le 21 septembre. Et le samedi 15 septembre, une rencontre a été organisée entre l'ancien président de la transition, Andradzouil, et les membres de la diaspora malgache en France, à l'espace Diderot 6 à Paris. Une rencontre qui a permis de présenter l'initiative pour l'émergence de Madagascar à cette diaspora. Les détails dans ce reportage de André Arsan. Après avoir fait une tournée dans plusieurs secteurs de la Grande Île, le président fondateur de l'initiative pour l'émergence de Madagascar s'est rendu en France samedi dernier pour présenter son projet de développement à la diaspora malgache. De nombreux représentants de la diaspora malgache en France venant de différentes villes françaises, à l'exemple de Nantes, Marseille, Toulouse ou encore Lyon, ont assisté à cette rencontre. Cette présentation a été précédée par la projection d'une vidéo montrant la tournée effectuée par ce candidat numéro 13 dans toute la Grande Île. Au cours de cette rencontre, un débat a eu lieu, manifestant l'intérêt des membres de la diaspora malgache en France pour le développement de Madagascar et le projet Initiative pour l'émergence de Madagascar.
Nous, membres de la diaspora malgache, nous ne pouvons pas voter alors qu'en tant que citoyens malgaches, nous devrions avoir le droit de voter. Si vous êtes élu président, pourrions-nous procéder à une descente aux urnes? Ici, si un malgache meurt et qu'il n'a pas de famille, il faut envoyer un message par Facebook pour réclamer de l'argent afin de pouvoir rapatrier son corps à Madagascar, alors qu'inversement, lorsqu'un citoyen français meurt à Madagascar, l'ambassade de France s'occupe de suite du rapatriement de son corps. À Madagascar, nous avons ce que l'on appelle de l'huile lourde. Pourriez-vous insérer la réhabilitation de la raffinerie de Thomas dans l'IEM? Le candidat Andradzuil a également incité les Malgaches vivant à l'étranger à rentrer au pays et à utiliser leur argent pour contribuer au développement de la grande île. Nous avons déjà vu tout ce qui n'a pas fonctionné auparavant. Actuellement, nous dévions déjà de tout cela. Et c'est pour cela que je dis que je suis prêt à travailler avec tout le monde, avec tous ceux qui sont prêts à contribuer au développement de Madagascar. Lorsque nous maîtriserons les richesses de notre pays, nous n'aurons plus besoin de faire des prêts. Imaginez que nous puissions exploiter nous-mêmes l'or du pays, ou même si une entreprise étrangère le faisait, nous aurions au moins 30% de l'intérêt obtenu. Donc nous disposerons d'au moins 300 millions de dollars pour rattraper le retard de développement de Madagascar. 300 millions de dollars? Rattraper le retard de développement à Madagascar. C'est également au cours de cette rencontre que le livre de 300 pages relatant l'histoire de Andradzuil, intitulé « Par amour de la patrie », a été présenté pour la première fois au public. Mais également dans l'actualité de ce jour, le retour des listes électorales officielles auprès des Phuc Thanh a débuté la semaine dernière. Les électeurs peuvent de ce fait commencer à revérifier le contenu de ces listes à compter de ce jour et une faute de frappe au niveau des noms constitue les problèmes les plus souvent notés d'après les responsables au niveau de chaque quartier. Reportage de Mian Tarangianev. Près de 2 mois avant la tenue de l'élection présidentielle, les listes électorales officielles ont été renvoyées auprès de chaque Phuc Thanh. Dans le Phuc Thanh de Thiad, où une enquête a été effectuée. En général, aucun changement important n'a été constaté sur la liste officielle par rapport à la liste précédente. Nous avons reçu cette liste la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons procéder à l'affichage pour annoncer aux membres de notre Phuc Thanh qu'ils peuvent dorénavant venir vérifier cette liste. Ces listes sont faites par des êtres humains, donc elles contiennent quelques erreurs, des fautes de frappe pour la plupart. L'augmentation du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale reflète le désir de la population à passer aux urnes. Toujours dans le Phuc Thanh de Thiad, si en 2013 le nombre d'électeurs était de 6 000, pour cette élection, ce nombre a augmenté à 7 980. De même, le nombre de bureaux de vote est passé de 6 à 12. Et d'autre part, certaines petites anomalies sont constatées au niveau de cette liste officielle, d'après les explications. La liste est arrivée jeudi dernier. Nous avons commencé les affichages aujourd'hui. La dernière fois que cette liste est passée, nous avons procédé à plusieurs modifications. Mais cette fois-ci, ce n'est plus possible. Nous n'avons fait que supprimer le nom des personnes décédées. Aujourd'hui, dans la plupart des Phuc Thanh, c'est le premier jour où les électeurs peuvent vérifier leur nom sur la liste électorale. Et pour l'instant, encore peu de citoyens ont procédé à cette vérification. 3 nouveaux cas de peste ont été relevés et 2 personnes en sont mortes dans le district d'Ankasbe et d'Ambalavof et à Naransu au cours de la semaine dernière. Le ministère de la Santé publique a renvoyé la faute au problème d'insalubrité et à la culture sur brûlis. Au vu de cette nouvelle réapparition mortelle de la peste, qu'en est-il des mesures prises l'année dernière pour lutter contre cette épidémie? Mesures qui ont été largement vantées par le régime HVM et qui ont valu un certificat de reconnaissance au président Eradon Mampian de la part de l'Organisation mondiale de la santé. Une nouvelle preuve de l'échec de ce régime selon l'opinion publique. Et avant de passer aux actualités internationales, il n'y a aucune véritable décentralisation à Madagascar. Un point abordé au cours de l'atelier organisé par la société civile ce jour, un atelier pour discuter du livre blanc. Selon les propos émis, c'est le système appliqué à Madagascar et la corruption qui y règne qui pose problème. Reportage.
Les généraux qui coûtent une somme importante à l'État, les chefs de Fouktan qui doivent prendre en charge les habitants de chaque Fouktan, mais également se charger de la liste électorale, et les chefs de région font partie des outils de stabilisation politique des dirigeants. Il faudrait alors voir combien ces 3400 généraux coûtent à l'État. L'utilité nationale de chaque fonctionnaire doit être considérée. C'est une partie des problèmes rencontrés à Madagascar. C'est depuis la base que le système instauré à Madagascar pose problème, d'après les membres de la société civile qui ont assisté à cet atelier. Résultat, une véritable décentralisation ne peut être mise en place au sein du pays. La décentralisation est un des problèmes majeurs du pays. Il faudrait donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales décentralisées et pourtant, en réalité, 51% du budget sont consacrés à Antananarivo. D'autre part, la gestion des ressources minières n'a aucune répercussion sur les autres régions. Outre cela, la mise en place d'une véritable décentralisation à Madagascar dépend de la politique de gestion du pays et de la volonté politique. La gouvernance pose problème à Madagascar. Il faudrait en premier lieu régler le problème de la corruption et de l'insécurité. En matière de décentralisation, dans le cas des Fouktan par exemple, il faudrait définir s'il s'agit de services déconcentrés ou de services décentralisés. L'un des rôles du Fouktan est de délivrer des certificats de résidence, alors que les moyens et le budget qui leur sont fournis sont insignifiants. Le salaire d'un chef de Fouktan est minime, alors que toutes les activités et les communiqués d'un quartier partent de là. Le domaine de la gestion, du social, de la culture, des richesses naturelles du pays et de l'environnement ont été abordés ce jour au cours de cet atelier. Et place maintenant aux actualités internationales. Comment éviter la bataille d'Idlib en Syrie? Une rencontre entre Erdogan et Poutine afin de trouver un accord sur Idlib a eu lieu. Reportage de France 24. Téhéran, il y a 10 jours, les visages fermés des présidents russes et turcs. Les deux hommes affichaient ouvertement leur divergence sur la situation à Idlib. Vladimir Poutine voulant en terminer avec la dernière grande poche rebelle en Syrie, Recep Tayyip Erdogan voulant un cessez-le-feu et surtout éviter une crise humanitaire qui aurait pu avoir des conséquences à la frontière turque. Pourtant, sur le terrain, dans la région d'Idlib, si beaucoup d'habitants continuent de se préparer au pire, creusent des abris, les bombardements russes et syriens ont baissé d'intensité. La Russie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, affirme même qu'aucune offensive d'ampleur n'est en préparation pour le moment. Il l'assure, en cas de lancement des hostilités, les civils seraient protégés. Nous allons établir des couloirs humanitaires, établir des accords locaux de trêve et nous ferons tout pour que la population civile ne souffre pas. Une phrase destinée à rassurer Ankara qui craint un afflux de réfugiés à sa frontière. En réalité, Moscou tient absolument à trouver un accord avec la Turquie. Entre les deux pays, les discussions sont intenses depuis plusieurs jours. Le président turc, de son côté, ne se dit pas opposé à des frappes contre les groupes les plus extrémistes, comme les djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham, proche d'Al-Qaïda, qu'Ankara vient de mettre sur sa liste des organisations terroristes. Nous sommes déterminés à combattre le terrorisme qui menace l'avenir de la Syrie. Ankara continue de renforcer sa frontière avec la Syrie, une frontière désormais totalement bouclée. Et c'était il y a 40 ans, l'Égypte et l'Israël faisaient la paix. Les accords de Camp David ont été signés et aujourd'hui, les textes sont toujours de vigueur. France 24. Quand Anwar el-Sadat débarque en Israël le 19 novembre 1977, il est accueilli en héros. Les deux pays sont pourtant officiellement en guerre depuis 30 ans, mais cette fois, il vient en homme de paix. Sadat veut en finir avec ce conflit. Son plan, récupérer le Sinaï conquis par Israël en échange d'une paix durable. Il insiste, Israël doit rendre les territoires palestiniens. Étape clé de ce voyage, son passage à la Knesset. Mais il faudra 10 mois d'échanges diplomatiques ardus avant que les pourparlers ne prennent corps. Le président américain Jimmy Carter joue les médiateurs. Il invite ses homologues égyptiens et israéliens à Camp David. Le sommet commence le 5 septembre 1978.
Après 13 jours et 23 versions, Anwar el-Sadat est le premier chef d'État arabe à signer un accord de paix avec Israël. Cette signature soulève un immense espoir, mais elle n'est pas acclamée par tous. Dans le monde arabe, on en veut beaucoup au président égyptien pour ses leaders. C'est lui qui a brisé le front arabe uni contre Israël. L'Égypte se retrouve isolée. En 1981, le président Sadat est assassiné. La paix avec Israël est l'une des motivations avancées. Mais la paix n'a pas disparu avec l'homme qui l'a portée. Depuis près de 40 ans, ses successeurs suivent le même chemin. Quant au règlement de la question palestinienne, il est sans cesse repoussé. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le retour des listes électorales officielles auprès des Fouktagnes a débuté la semaine dernière. Les électeurs peuvent de ce fait commencer à revérifier le contenu de ces listes à compter de ce jour. Et le taux d'absence des candidats au baccalauréat pour ce premier jour d'examen est élevé. Malgré cela, la journée s'est déroulée sans problème dans tous les centres d'examen de la région d'Anna-la-Mangue. Et enfin, comment éviter la bataille d'Idleb en Syrie? Une rencontre entre Erdogan et Poutine a eu lieu afin de trouver un accord sur Idleb. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV.